Chers téléspectateurs de Wafrica TV, c'est vraiment avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons dans cette autre émission, dans cette autre discussion d'Interrogeons-nous. Bonjour, Dr Claude Bekombo. Bonjour. Nous voulons aborder ce matin le sport au Cameroun. On aurait pu dire le sport en Afrique. On est quand même à Wafrica TV, mais compte tenu de notre position géographique, il faut bien qu'on réfléchisse sur le contexte qu'on connaît, qu'on comprend, qu'on voit tous les jours, et que nos téléspectateurs qui sont des Camerounais, et je suis sûr que beaucoup d'Africains verront le lien avec leur environnement sociopolitique. Donc ce matin, nous allons nous interroger sur le sport au Cameroun. Et dans cette discussion, nous allons avoir un schéma, appelons ça tripartite, avec les acteurs du sport en premier. Dans un second moment, nous allons réfléchir sur les interactions avec l'État. On voit bien ces dernières années comment le ménage ne semble pas être très bon, très agréable. Et enfin, nous allons voir comment est-ce que le concept de sport se projette au Cameroun, dans les idéaux de paix, travail et patrie. Qu'est-ce que ce sport peut faire pour nous en tant que société politique? Est-ce que notre démarche vous convient? Tout à fait. Parlons des acteurs du sport au Cameroun. Commençons par là. Alors, les acteurs du sport au Cameroun sont les mêmes que dans la majorité des pays africains. Parce que c'est essentiellement l'État, d'un côté, Oui. et les acteurs du mouvement sportif national. Alors, les acteurs du mouvement sportif national, au sommet, nous avons le Comité national olympique et nous avons les différentes fédérations qui représentent les fédérations sportives internationales. Donc voilà, nous avons les acteurs dits institutionnels et les acteurs de la communauté sportive. Donc les acteurs institutionnels, c'est l'État avec tous ses démembrements. Si l'État a un ministère des Sports, le ministère des Sports règle les questions. S'il y a d'autres commissions, dans d'autres pays, il y a des commissions sur le sport, il y a des fonds pour le développement du sport, ainsi de suite. Dans d'autres pays, c'est organisé comme ça. En général, les pays anglo-saxons, comme le Ghana, le Libéria, ainsi de suite, le Nigeria aussi, ont d'autres associations, d'autres organisations, mais des organisations institutionnelles. Quel qu'en soit les cas, nous avons toujours la summa divisio, d'un côté, les acteurs institutionnels, et d'autre côté, les acteurs privés. Parlons des acteurs institutionnels en insistant sur leur rôle et peut-être, pourquoi pas, sur les limites de leur pouvoir. Alors, je pense que ça fait partie des projections de mes travaux de thèse. Oui. C'est effectivement, ici, les acteurs institutionnels en Afrique, ce qu'il faut dire avec beaucoup d'emphase, c'est que la logique du sport moderne, c'est que les organisations sportives organisent et managent le sport. Alors, dans leur structuration et dans leur fonctionnement, dans la gestion des affaires courantes, les États et toutes les autres organisations externes n'ont pas à s'y mixer dans ce management-là. Parce qu'il y a un règlement intérieur. Oui, parce que la communauté sportive internationale a des règles spécifiques qu'on appelle la Lex Sportiva. Oui. Alors, ce qu'on remarque dans les pays africains, de manière générale, les pays d'Afrique subsaharienne particulièrement, ce n'est pas la même réalité quand on est en Afrique du Sud, quand on est en Afrique du Nord, où c'est plus certaines royautés, la réalité est un peu différente. Mais en Afrique subsaharienne, c'est une réalité que j'ai plus étudiée, c'est une réalité, c'est un trait marquant. Ce qu'on réalise, c'est que les acteurs institutionnels, dont l'État particulièrement, cherchent à noyauter ce pouvoir de la communauté sportive nationale en s'imposant parfois dans les élections, en très souvent signant des instructions ou alors des notes ministérielles pour demander que les élections se fassent dans des fédérations, ainsi de suite. Donc, il y a un interventionnisme excessif. Le trait fondamental
de ces acteurs institutionnels en Afrique subsaharienne, dont le Cameroun fait partie, c'est un interventionnisme excessif dans le domaine de compétences des fédérations sportives et du Comité national olympique. Quelle aurait été sa mission fondamentale? La mission fondamentale, c'est effectivement d'être la tutelle. La tutelle veut dire quelque chose. Et nous avons un travail en cours là-dessus pour analyser ces rapports. Parce qu'effectivement, ces rapports nous intéressent au plus haut point. La tutelle, ça veut dire quelque chose en droit administratif, clairement. C'est-à-dire que vous exercez l'autorité de tutelle sur un organisme, soit public, parapublic ou privé. L'autorité de tutelle s'exprime de la même façon. C'est-à-dire, vous devez vérifier, vous devez contrôler si les activités de l'organisation restent dans le mandat que vous avez déterminé. Donc l'État, puisque les organisations sportives sont des associations de droit national dans tous les pays d'Afrique saharienne, l'État doit vérifier si les activités de la dite organisation sont conformes aux lois et règlements et sont conformes au mandat donné dans le cadre des différents agréments que l'État a donnés à la dite organisation. C'est-à-dire que les statuts que l'organisation a donné pour sa création et maintenant l'agrément sportif qui a été donné pour une discipline ou pour faire un certain nombre d'activités sportives. Voilà le contrôle, ce pouvoir de contrôle là-dedans sur les activités. Le pouvoir de tutelle, c'est dans l'autorité de tutelle, c'est le contrôle sur les activités, c'est aussi le contrôle sur les éventuels fonds mis à la disposition par l'État selon différents types de modalités. Ou alors c'est des sessions de gré à gré où c'est mis en régie. L'État a le pouvoir de contrôle sur ces fonds-là, uniquement sur ces fonds. Les fonds générés par l'association sportive en lien avec son organisation internationale ne regardent pas l'État. Donc, c'est uniquement sur ces fonds. Donc, il faut, au moment de décider de mettre à disposition ces fonds-là, que l'État opère des différentes modalités permettant son contrôle. Des contrats spécifiques. Donc, voilà. Ça à l'État de choisir les différentes modalités pour être sûr de la vérification de ces fonds. Donc, voilà, le pouvoir de contrôle a priori, le pouvoir de contrôle a posteriori, c'est comme ça que la tutelle doit se faire. La tutelle ne doit pas aller choisir les candidats dans une élection. La tutelle ne doit pas être présente, même si c'est pour assurer les autorités de police. Il n'y a rien qu'un représentant d'un ministère fait dans une salle d'une AG élective d'une association sportive. Il n'a rien à y faire. Le préfet ou le sous-préfet peut valablement remplir les conditions d'assurer la sécurité, puisque c'est eux qui donnent l'autorisation de réunion. Surtout que le plus compliqué, c'est peut-être qu'on ne voit pas cette tutelle-là aux assemblées électives pour toutes les fédérations. Bon, il y a cette critique que peut-être nous portons modestement avec d'autres pour dire qu'effectivement, on remarque qu'il y a aussi une concentration excessive de cette tutelle étatique dans les États d'Afrique subsaharienne sur des sports particuliers, dont le football particulièrement, pour ne pas le nommer, sur des sports particuliers. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une attention particulière, un interventionnisme exclusif, visant même la quasi-gestion. La quasi-gestion, parce que à des moments donnés, pour le choix d'un sélectionneur, alors que les statuts de la FIFA disent que c'est la fédération qui doit désigner le sélectionneur, on a parfois dans certains pays des décisions qui viennent de la primature, de la présidence. On attend parfois, on est parfois surpris de voir qu'il y a une émission visible et à ciel ouvert, alors que les statuts de toutes les fédérations internationales dénoncent, préviennent sur l'interventionnisme gouvernemental et demandent à tous leurs membres de veiller à ce que leurs décisions dans le cadre de l'application des statuts et des règlements de la Fédération internationale ne soient pas soumises à l'interférence gouvernementale. Docteur Claude Bekombo, qui doit payer le sélectionneur? En principe, c'est la fédération qui doit payer le sélectionneur. Il est employé de la fédération. En principe, puisque le sélectionneur, la sélection existe parce qu'il y a une fédération, il y a des joueurs
qui sont licenciés de la fédération ou qui ont la nationalité camerounaise qu'on sélectionne. Et il y a un sélectionneur qui est recruté en principe par la fédération sur la base des choix décidés d'un cahier des charges que normalement la direction technique nationale devrait donner dans tous les sports. Nous ne parlons pas d'un sport particulier. C'est comme ça que ça devrait se passer. Donc il y a une direction technique nationale qui fait un plan stratégique de développement du sport sur 4 ans, sur 10 ans même, ça dépend des États. Et sur la base de l'argumentaire de ce plan stratégique, on peut déterminer le style de jeu et la fourchette des sélectionneurs capables de mener ce plan à bon port et donc proposer à la fédération donc, des profils types pour avoir des sélectionneurs. Donc, l'État n'a absolument rien à voir dans d'autres pays, l'État ne s'ingère pas dans cette gestion directe. L'État ne fait pas la gestion directe. Notre entretien vise à moderniser tous ces aspects de notre société-là. Et ce matin, nous avons pris le cas du sport. Prenons le cas des clubs. Les clubs sont des associations ou des entreprises. Et si les clubs sont des entreprises, ils se doivent, chaque joueur qui joue dans une équipe doit avoir un contrat, doit être affilié à la CNPS. Et l'État a le devoir de veiller à ce que l'État, à travers la CNPS, ou bien et la direction des impôts, a le devoir de veiller à ce que cette contrainte, cette mesure étatique soit respectée. Oui, nous sommes d'accord. Oui. Mais sauf que dans les pays d'Afrique subsaharienne, ça ne se fait pas. Parce que le professionnalisme du sport est un professionnalisme de nom, nominal. C'est pas un ou bien d'ailleurs, c'est parfois quand le joueur est allé à l'étranger qu'on estime que c'est un joueur professionnel. Oui, mais l'État ne peut pas faire ce que vous dites, ne peut pas travailler en collaboration avec la CNPS ou alors les impôts, parce que l'activité n'est pas une activité professionnelle. C'est-à-dire que l'État n'a pas veillé à organiser cette activité comme une activité professionnelle donc génératrice de revenus. Alors, quand vous n'avez pas, si l'État paye des fonctionnaires, l'État a bien le droit de vérifier si les fonctionnaires, du moins s'il y a on reverse ce qui a reversé à la CNPS et que les impôts font ce qu'ils ont à faire. Mais s'il y a une activité qui est organisée et qu'elle n'est pas professionnelle et que l'État ne travaille pas pour la rendre professionnelle, elle ne va pas aller vérifier s'il y a quelque chose qui est reversé à la CNPS parce que l'État sait très bien que les clubs fonctionnent dans le statut d'amateur et que les différents championnats de volley, de basket, de pétanque, de softball et tout, ce sont des championnats amateurs. Quand on dit championnat amateur et qu'on recrute quand même des jeunes, qu'on engage dans une aventure pour des années, est-ce que l'État ne fait pas du tort à cette jeunesse-là en ne lui garantissant pas un avenir dans le corps de métier qu'ils ont choisi? Effectivement, la responsabilité de l'État est grande. Le sport n'est pas que ludique. Le sport est un facteur de développement, nous l'avons dit depuis que nous faisons ces échanges thématiques. Oui. Nous l'avons dit, le sport est un vecteur de développement. Donc, tout dépend de la stratégie de l'État. Tout dépend de ce que l'État veut en faire. Nous avons vu les pays comme le Rwanda qui vont jusqu'à investir dans le merchandising d'un club comme Arsenal. C'est pour vendre le Rwanda, pour faire en sorte que le Rwanda soit une destination de vacances, ainsi de suite et tout. Il y a des effets induits de tout cela. Alors, tout dépend de la stratégie de l'État. Si l'État estime, nous avons vu le Rwanda en 1990 était presque inexistant sur la carte de l'Afrique. Aujourd'hui, nous voyons les efforts qui sont faits par le sport. Nous voyons l'Éthiopie qui a identifié que non, l'athlétisme, c'est quelque chose d'important, qui met effectivement un programme de développement de ces athlètes, une DTN forte qui fait en sorte que les athlètes occidentaux, américains, sud-américains, asiatiques viennent s'entraîner en Éthiopie pour bénéficier du know-how éthiopien en matière de courses de fond et de demi-fond. Alors, l'Éthiopie, ce n'est pas le pays le plus riche d'Afrique non plus, mais c'est un pays qui, quand même, arrive à identifier ses potentialités et à mettre en œuvre une stratégie. C'est la même chose qu'on demande aux pays africains. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que vous avez, prenons le cas du Cameroun, vous avez
des générations de footballeurs sans avoir fait assez d'efforts. Il vous revient en tant qu'État d'opérationnalité, de systématiser ce développement-là par le football. Le Brésil l'a fait. D'autres pays le font, la Jamaïque le fait pour l'athlétisme. On sort en permanence. Chez les femmes, c'est peut-être chez les hommes, mais chez les femmes, c'est permanent. Nous avons toujours la Jamaïque. C'est pas des résultats qui tombent. Sinon, nous avons parlé de la géopolitique du sport ici. Donc, nous n'allons pas revenir sur les argumentaires géopolitiques du sport, mais c'est à l'État du Cameroun de pouvoir créer une structure professionnelle. Ils ont essayé avec le football, mais le format était mort-né parce qu'il y a des choses qu'il faut prendre en considération. On ne peut pas imaginer un professionnalisme à 16 clubs dans l'état actuel. Ce sont mes idées que je donne. Vous voulez, la Suisse, je vous ai dit, le championnat suisse se dispute de football à 10 clubs. 10 clubs qui jouent 4 ou 5 fois les uns contre les autres. Ça fait 36 journées ou 38. Je ne sais pas au nom de quoi. Le Cameroun ne peut pas inventer son professionnalisme dans le football et dans toutes les autres disciplines. Il y a des modèles. Et je dis, dans les pays aux indices de développement supérieurs, des stratégies sont mises en place pour garantir. Il y a 10 clubs en championnat suisse jusqu'à présent. Il y a un système. Il peut y avoir des systèmes de ligue fermée. Ligue fermée, on peut faire une ligue fermée à 8 clubs. Nous avons des stades, on peut loger 2 clubs par stade et être sûr qu'on adosse un club à une société. Très bien. Ou à des holdings. Oui. Pour être sûr que c'est un fonctionnement professionnel. On n'a pas besoin d'avoir une ligue à 16 clubs. On peut avoir une ligue à 8 clubs et faire jouer les clubs, une ligue fermée à 8 clubs et faire jouer des clubs les uns contre les autres 5 fois ou 6 fois. C'est ce que fait la NBA. La NBA n'a pas 100 équipes. Non, la NBA a 28 équipes ou 30 équipes maximum. Mais les équipes jouent 5 ou 6 fois les uns contre les autres. Ça fait un tournoi à 82 matchs. Ce que les championnats à 16 clubs n'ont pas. Voilà. Donc, il faut réfléchir. Les idées ne manquent pas et il faut avoir des idées, il faut avoir des stratégies. La compétitivité est garantie. On joue dans des stades. Un championnat de première division ne doit pas se jouer dans des stades sans pelouse. Alors, on a quand même fait des efforts sur le développement des infrastructures au Cameroun. Il est temps que une réflexion stratégique soit menée pour le développement du sport. Et ce n'est pas les propositions qui manquent. Ce que je suis en train de dire ici, je l'ai déjà dit depuis 5-6 ans, partout. Et je pense qu'il est temps qu'on soit humble et qu'on mette en place vraiment des stratégies pour permettre le développement du sport. Il en va du football, comme du volley, du basket, ainsi de suite. Au volley, vous voyez qu'on essaye quand même de mettre en place les écoles, de mettre en place les pôles de développement de volley et de faire en sorte que nous ayons comme des regroupements qui permettent pendant un temps donné de se retrouver quelque part et de jouer un maximum de matchs, donc de garder la compétitivité. Ce n'est pas surprenant que les équipes nationales de volley aient le résultat qu'ils ont. Dans la logique des interactions entre l'État et les fédérations, j'annonce à nos téléspectateurs que vous avez une dernière publication sur la question de l'Alex Lions Indomptables, et en leur promettant que nous reviendrons dans une émission particulière pour annoncer le livre, pour entrer dans un échange sur le livre. Je voudrais quand même, puisque le livre est quand même parle quand même du cadre légal de l'équipe nationale de football au Cameroun. Je voudrais quand même que vous fassiez le lien avec notre thématique. Tout à fait. Le livre démontre quels sont les rapports entre l'État et l'équipe nationale de football. Depuis le décret de 1972 et au décret de 2014, parce que c'est la seule discipline sportive, la seule équipe nationale qui bénéficie d'une attention spéciale, quasi messianique, il faut le dire, parce que ce n'est pas exagéré de le dire, de l'État. C'est-à-dire que l'État se transforme en législateur de l'équipe nationale. Donc l'État organise la discipline et tout au sein de l'équipe nationale. Ça a attiré notre attention de voir, mais comment est-ce qu'on peut opérationnaliser un rapport entre l'État et l'équipe nationale? Comment ça se passe? Donc, nous avons pris l'angle juridique pour voir ce qu'il y avait dans les différents textes et voir comment est-ce que ces rapports s'organisent. Et nous constatons, en lien avec notre discussion de l'État et des acteurs du sport, qu'il y a un interventionnisme excessif
C'est toujours la même figure. Nous ne sommes pas les premiers à le dire. François Dikoumé, dans son ouvrage Le service public du sport, en 1989, réédité, l'avait déjà aussi identifié en faisant ces analyses-là. Donc, la gestion de l'équipe nationale a des règles qui ont évolué de 1972 à 2014. La FIFA a évolué. La FIFA demande que les clubs, que les associations nationales gèrent l'équipe nationale, mais au niveau du Cameroun, l'État s'impose et demeure. Et il faut faire avec l'État. Donc, il n'y a pas... en 1972, c'était sa propriété d'ailleurs. C'est-à-dire que les joueurs devaient rendre compte de leur déplacement, ainsi de suite, demander des permissions et tout. C'était un peu... C'est une question de drapeau, donc le club de Congo. Oui, c'est une question de drapeau, mais nous sommes dans une société où le sport est gouverné par la communauté sportive internationale. Il ne faut pas l'oublier. Gérald Simon a écrit un super livre sur la puissance sportive des organisations sportives internationales en 1990, qui démontrait effectivement la puissance sportive. Vous ne voulez pas vous faire suspendre, vous voulez participer aux compétitions internationales, il faut bien suivre les règles des statuts et des fédérations sportives internationales. Donc, l'État est donc dans ce rapport un peu compliqué au Cameroun, avec les fédérations sportives internationales, les différentes équipes nationales, mais particulièrement avec l'équipe nationale de football. Où la tutelle est confuse. La tutelle quitte du contrôle et de l'encadrement, à la gestion directe et l'interventionnisme exclusif. Donc, il y a une transformation du contenu de la tutelle dans l'attitude de l'État vis-à-vis des organisations sportives nationales qui dénature la tutelle. Même si les lois sur le sport au Cameroun indiquent clairement qu'il y a une autorité de tutelle qui s'exerce de l'État sur ces organisations sportives, mais la praxis de cette tutelle-là démontre plutôt que c'est la gestion directe et l'interventionnisme. Peu importe la grammaire de ces textes qui disent que le ministère, en liaison avec les organisations sportives, le ministère, après avoir pris l'avis des organisations sportives, le ministère en collaboration. Donc il y a une grammaire, il y a des éléments de langage dans les lois de 2018, les lois de 2011, la loi de 2016 au Cameroun particulièrement, qui démontrent que la grammaire a évolué, que les éléments de langage ont changé. On passe plutôt de l'État doit, l'État peut, à l'État coopère, l'État en collaboration, ainsi de suite. Mais le comportement sur le terrain démontre très bien que on doit, pour qu'un avion quitte le Cameroun pour amener l'équipe nationale au Maroc, attendre l'ordre qui vienne du ministère des Sports. Donc voilà, ça ne change pas, malgré que les textes s'adaptent. Vous avez certainement commencé tout à l'heure quand vous avez évoqué la possibilité d'organiser un championnat à 10 clubs sur les projections, parce que nous y sommes aux sorties de notre émission. Tout à fait. Parlons-en. Oui, sur les projections, j'ai un certain nombre d'idées, je ne dirais pas arrêter, mais j'ai un certain nombre d'idées sur comment est-ce qu'on peut aménager le sport, non seulement au Cameroun, mais dans les pays d'Afrique subsaharienne en général. Je pense qu'il y a, dans les sports collectifs, faire des championnats pléthoriques nous dessert. Surtout si on veut aller dans la matrice du professionnalisme et de la compétitivité internationale. Oui. Je ne vois pas quel est l'intérêt d'avoir un championnat de volley, de hand, de basket ou de foot avec une pléthore de clubs. Non, on peut avoir des championnats avec 6 clubs, avec 8 clubs, dans toutes ces disciplines sportives-là, et adosser ces clubs-là à des organisations, à des entreprises, des holdings. L'État peut signer tous les protocoles d'entente, tous les partenariats possibles avec ces organisations, avec la CNPS, pour permettre au moins qu'on puisse avoir un sport, ne serait-ce que décent. Disons sport décent. En créant des facilités. Si on n'atteint pas, en créant des facilités, des libertés fiscales, voilà, des exonérations fiscales, tout ce que l'État... C'est une question volontariste. On n'a pas besoin d'un championnat de football à 16 clubs. Non. On peut avoir pour le professionnalisme, je dis bien, les idées, c'est pour le professionnalisme. Je pense que le professionnalisme, le professionnalisme n'est pas antinomique à l'existence d'une activité sportive amatrice. On peut avoir les championnats amateurs qui se mettent en place, mais je dis, pour la logique professionnelle, il faut avoir
une réflexion différente de celle que je vois ici et là dans les pays d'Afrique, même au Sénégal. C'est quelque chose qui est applicable au Mali, au Burkina Faso, au Gabon. Je vois les exemples du professionnalisme avec le Gabon. Ça, c'est pas vraiment ça parce qu'il y a beaucoup de clubs. Or, si on revenait à 5, 6, 8 clubs, comme la Suisse, pour le foot, on aurait donc une plateforme et des ligues fermées. On n'a pas besoin qu'une équipe descende ou une équipe monte. Non, oui. On peut être dans la logique des ligues fermées, des clubs viables, être sûr qu'un club est adossé à une organisation financière qui peut faire qu'on fasse entrer le club dans la ligue fermée, qui va remplir le cahier des charges. Tant qu'il remplit le cahier des charges, il est dans la ligue. Ça permet d'avoir des athlètes. Ça permet d'avoir, on peut avoir 30 joueurs par club, mais 30 joueurs payés. D'accord, on peut avoir un centre de formation, mais un système de promotion des joueurs du centre de formation. Mais c'est un système de détection, un système de passage de joueurs amateurs à joueurs professionnels. C'est possible. Ce n'est pas impossible. Même au Cameroun, c'est possible. Au Tchad, c'est possible. Dans tous ces pays-là, c'est possible. Et après, l'intérêt de ce que vous dites, c'est justement que si au niveau des nations, des États, ce sport avait été fait avec autant de compétitivité, il y aurait la possibilité d'organiser des rassemblements sous-régionaux. Bien sûr. Bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Il s'agit de mettre en œuvre le professionnalisme. Pour mettre en œuvre le professionnalisme, on doit inventer notre professionnalisme à nous. On n'est pas obligé de copier ce que nous ne pouvons pas suivre. Nous ne pouvons pas avoir... C'est illusoire de penser que le Tchad, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Mali, le Burkina Faso va organiser un championnat de volley à 10 clubs ou à 15 clubs ou un championnat de football de première division à 20 clubs. C'est illusoire. En plus, pour bien illustrer ce que vous dites, Dr Claude Bekombo, c'est que même dans les pays que nous admirons, que ce soit l'Espagne, l'Angleterre, la France, on constate qu'il y a parfois un seul club qui est champion pendant 10 ans. C'est-à-dire que les autres clubs n'ont toujours pas le financement nécessaire, le financement suffisant pour être à la hauteur de ces autres clubs-là. Oui. Oui. Effectivement, c'est de cela qu'il s'agit. Oui. Il s'agit d'inventer notre modèle africain de professionnalisme. On ne peut pas copier. On ne peut pas passer le temps à copier. On ne peut pas passer le temps à regarder ailleurs. Non. Il y a plusieurs types de manières d'entrevoir le professionnalisme. Notre professionnalisme, on ne demande pas que les joueurs gagnent 2 millions ou 3 millions par mois ou 10 millions comme en Europe, non. Si nous avons un professionnalisme qui permet au moins à un joueur d'avoir un salaire décent de 600, 700, 800 000, il peut bien vivre en Afrique. On peut bien vivre en Afrique avec 500, 600, 700 000. La vie dans la classe moyenne est bien possible en Afrique. On peut bien vivre avec 700, 600. Et c'est possible. C'est possible puisqu'il y a des personnes en Afrique qui gagnent ce salaire mensuellement. Surtout quand collant les clubs aux entreprises, on stimule la dimension de la publicité qui pourrait générer des revenus pour que le financement de ces clubs-là se fasse. Bien entendu, il y a des facilités fiscales que l'État peut négocier avec les entreprises. Il y a des facilités fiscales sur les importations, sur les intrants et ainsi de suite. Il y a une batterie de choses. C'est une question de volonté politique de ces pays d'Afrique subsaharienne. Je ne fais que le claironner depuis. Claironner veut dire que je ne suis pas très écouté. Oui. Je ne fais que le claironner. Et je pense qu'il est temps de s'asseoir et d'avoir une réflexion stratégique. Et l'impulsion ne peut venir que des États. Les organisations sportives, la communauté sportive n'est pas assez, en Afrique subsaharienne, ne peut pas tenir le rapport de force avec l'État puisque malgré toutes les victoires, il faut toujours revenir vers l'État pour les financements. Et quand l'État contrôle, qui paye contrôle, qui paye décide nécessairement. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que les fédérations ne travaillent pas pour leur autonomie et que chaque fois, elles comptent sur l'appui de l'État pour pouvoir organiser telle ou telle autre compétition? C'est le revers de la médaille en fait. Et le problème c'est que dans ces fédérations, je me demande aussi, je continue à me demander si la réflexion stratégique ne peut pas venir de l'État, au moins la réflexion stratégique peut être proposée par la communauté sportive nationale. Bon, il faut aussi constater qu'il y a un déficit stratégique à ce niveau-là, parce que vous ne pouvez pas avoir des difficultés à avoir des joueurs
qu'une équipe nationale, en 1990, cette comparaison n'est pas raison jusqu'au début des années 2000, dans la majorité des équipes nationales de toutes les compétitions, nous avions la majorité des joueurs qui jouaient au niveau local. D'accord? Oui. Malgré la qualité approximative de nos championnats. Alors, si aujourd'hui nous nous retrouvons à 100% dans toutes les disciplines volées, nous avons eu l'équipe de volley qui est partie. C'était tous des professionnels. Alors, certes, il y a toujours des amateurs, mais est-ce qu'on travaille pour que, effectivement, les amateurs restent sur place? Est-ce qu'on travaille pour que le sport produise? Parce qu'un sportif qui gagne 600-700 000 au Burkina Faso, au Tchad, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Mali, c'est une famille. C'est des travailleurs en plus qui s'adossent à cela. Donc, c'est un facteur, un agent économique qui permet de multiplier les richesses. En effet. Par l'effet de cliquet, voilà, ça permet effectivement d'avoir plusieurs autres agents économiques qui se greffent à cela. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à faire à ce niveau-là. Et voilà, les idées ne manquent pas. Je pense qu'il y a aussi, au-delà de les adosser aux sociétés, il y a aussi des possibilités, dans le cadre de la coopération décentralisée, d'avoir des joint ventures avec les clubs étrangers et tout ça. Ça se fait déjà en Côte d'Ivoire. Ça se fait déjà en Côte d'Ivoire avec les instituts Djamba et METS, ainsi de suite et tout. Ça se fait. Il y a des modèles. On n'invente rien. Mais il faut du volontarisme. Il faut de la stratégie. Il faut vouloir se fixer des objectifs à court, moyen et long terme dans ce cas-là pour arriver au professionnel et ne pas être certes ambitieux, mais être réaliste et être humble. Parce que, sincèrement, championnat de première division camerounais à 16 clubs, quand on n'arrive pas à avoir un joueur à l'équipe nationale, il faut se poser des questions. Dr Claude Bokombo, en vous remerciant pour cet échange sur le sport au Cameroun, nous relevons que, comme dans beaucoup d'autres secteurs de gouvernance de nos pays, le sport aussi souffre d'un héritage colonial. Et nous invitons, comme ça, nos téléspectateurs à mener une réflexion contextualisée dans la gestion de leurs associations, dans la gestion de tout ce qu'ils peuvent mettre en place. Parce qu'il n'y a pas que les modèles coloniaux qui fonctionnent. Il y a d'autres types de modèles, il y a des expériences, il y a des idées particulières qu'on peut développer pour contextualiser nos projets et y réussir. Un dernier mot pour la fin. Le dernier mot pour la fin, c'est de dire simplement qu'il faut que les Africains, puisque nous sommes sur une chaîne africaine, il faut que les Africains, d'Afrique subsaharienne particulièrement, c'est à eux que je m'adresse plus, c'est à eux que j'étudie plus, apprennent à avoir une réflexion stratégique. Avoir une réflexion stratégique, on n'a pas besoin dans la stratégie de se mettre dans les rapports de force. Mais la stratégie aussi, c'est de pouvoir avoir une vision à court, moyen, long terme et à utiliser les moyens qu'on a pour pouvoir se développer ou pouvoir développer le sport, comme on vient de le dire. Utiliser les moyens qu'on a. Merci infiniment, Dr Claude Bokombo, et à très bientôt sur Africa TV. Je vous en prie.